L'arôme de la tarte tatin a envahi ma cuisine en cet après-midi d'été chaud, à Aix-en-Provence. À 74 ans, j'ai appris à savourer ces moments silencieux dans ma maison de campagne, où les oliviers dansent avec la brise méditerranéenne et les champs de lavande s'étendent à perte de vue. 12 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais cessé d'attendre des invitations à des mariages, des anniversaires ou des dîners de Noël en famille. Le téléphone était resté muet, les lettres n'étaient jamais arrivées, et j'avais construit une routine paisible, loin des complications familiales. Ancienne professeure d'université, j'avais transformé mon héritage en un refuge parfait, où je pouvais lire Proust dans le jardin et cultiver des herbes aromatiques sans interférence. Les cigales chantaient leur symphonie estivale lorsque la sonnette retentit, interrompant ma tranquillité si durement acquise au fil de ces années solitaires. Mais digne, j'ai ouvert la lourde porte en chêne et ai failli trébucher de surprise. Mes enfants, petits-enfants et même neveux étaient là, souriants et portant des fleurs du marché local. Leurs voix se mêlaient en salutations enthousiastes, comme si les 12 années de silence n'avaient jamais existé. Pierre, mon fils cadet, a embrassé mes joues avec cette familiarité forcée que je connaissais bien, tandis que Sylvie, l'aînée, admirait ouvertement les rénovations que j'avais faites sur la propriété. J'ai senti un nœud dans mon estomac, mais l'éducation française a prévalu. J'ai invité tout le monde à entrer et j'ai rapidement organisé une table improvisée dans le jardin. Le rosé de la région a vite été mis au frais, les fromages artisanaux que je garde toujours dans mon garde-manger ont pris une place de choix, et en quelques minutes, ma maison silencieuse s'est transformée en une scène de réunion familiale. J'ai observé chaque geste, chaque regard, cherchant à comprendre la véritable raison de cette visite inattendue, qui brisait des années d'indifférence calculée. Les conversations ont commencé doucement comme la brise provençale, mais j'ai vite perçu les courants souterrains de tension. Pierre a demandé pourquoi je ne participais plus au déjeuner du dimanche en famille, sa voix empreinte d'une accusation voilée qui m'a fait froncer les sourcils. Sylvie, toujours la diplomate, a tenté d'adoucir la situation en rappelant les moments où je cuisinais pour tout le monde. Mais ses mots sonnaient creux, comme si elle récitait un texte appris par cœur. Ma petite fille Camille, maintenant une jeune femme de 22 ans que je reconnaissais à peine, a avoué n'avoir jamais compris pourquoi je m'étais isolée de la famille, utilisant un ton mêlant curiosité sincère avec jugement de jeunesse. Chaque parole portait le poids de rancœurs inexprimées, et je sentais le regard de tous évaluer ma maison rénovée, mes meubles anciens restaurés, les tableaux qui ornaient par les murs. La table abondante contrastait avec la faim émotionnelle que je voyais dans leurs yeux, une faim qui n'avait rien à voir avec la nourriture. À mesure que le soleil se couchait derrière les collines, éteignait le ciel de tons dorés et violets typiques de la Provence, les masques ont commencé à tomber. Mon neveu Laurent, qui avait toujours été le plus jovial de la famille, a révélé être au bord de la faillite avec son commerce de vins artisanaux, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tenait son verre. Les autres se sont regardés, et j'ai réalisé que cette visite avait été soigneusement orchestrée. Les voix se sont élevées quand Pierre a suggéré que je pourrais aider Laurent, puisque je n'avais clairement pas de problème financier. Sylvie a ajouté que ma réclusion était égoïste, compte tenu des difficultés que tout le monde rencontrait. Je me suis sentie entourée de loups déguisés en agneaux, chacun attendant sa part d'un héritage qu'il pensait leur être dû. Le jardin que j'aimais tant s'est transformé en un tribunal improvisé, où j'étais à la fois accusée et juge d'accusation qui faisait écho à des décennies de ressentiment tu. J'ai respiré profondément, sentant le parfum nocturne des lavandes que j'avais plantées de mes propres mains, et j'ai trouvé le courage que je pensais avoir perdu avec l'âge. J'ai regardé chacun dans les yeux, et j'ai parlé avec la clarté que seules les années peuvent offrir. J'ai expliqué que la véritable affection ne peut être ni achetée, ni exigée, et que mon absence aux réunions de famille était un choix conscient
après des années à me sentir seulement une pourvoyeuse commode. J'ai dit que j'avais construit cette vie non par égoïsme, mais par nécessité de préserver ma dignité et ma paix intérieure. Laurent a baissé la tête quand j'ai expliqué qu'une aide financière sans changement de comportement ne serait qu'un pansement sur une blessure profonde. Sylvie a tenté d'argumenter, mais ma voix ferme a coupé ses objections. 12 ans de silence ne pouvaient être effacés par une visite intéressée. J'ai vu sur les visages autour de moi un mélange de frustration, de honte et, peut-être pour la première fois depuis des décennies, une lueur de respect pour la femme qu'ils avaient sous-estimée pendant si longtemps. Le silence est revenu au jardin lorsque la dernière voiture a disparu sur la route sinueuse menant à la ville. Je suis restée assise à table, observant les bougies qui vacillaient dans la brise nocturne et le verre de vin à moitié plein que Laurent avait abandonné. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel pur de la Provence, et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Cette nuit m'a appris que ma véritable force ne résidait pas dans l'accumulation de richesses ou la soumission aux pressions familiales, mais dans le choix de vivre selon mes propres valeurs. Peut-être que certains d'entre eux réfléchiraient à nos paroles et chercheraient une réconciliation sincère, ou peut-être préféreraient-ils maintenir la distance qu'ils avaient eux-mêmes créée. Quoi qu'il en soit, je sais maintenant que je peux affronter aussi bien la solitude que la compagnie avec une égale sérénité, car j'ai enfin appris que la vraie famille se construit avec une affection mutuelle, pas avec le sang ou la commodité. L'avenir reste incertain, mais pour la première fois en 12 ans, je sens que j'ai le contrôle sur lui. Le lendemain matin est arrivé avec le chant des oiseaux et l'arôme familier du café que j'ai préparé dans ma cafetière italienne. Je suis restée de longues minutes sur le balcon, observant comment la lumière dorée de l'aube éclairait progressivement les champs de lavande qui s'étendaient au-delà de mon jardin. La conversation de la nuit précédente résonnait encore dans mon esprit. Mais étonnamment, je ne ressentais ni amertume ni tristesse, seulement une clarté cristalline sur qui j'étais réellement et ce que je souhaitais pour le reste de ma vie. À 74 ans, j'avais appris que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées, tandis que d'autres étaient essentielles pour préserver notre dignité. Le silence de la maison ne m'opprimait plus. Il m'embrassait comme un vieil ami qui connaît tous mes secrets et choisit pourtant de rester à mes côtés. J'ai décidé que ce serait le premier jour d'une nouvelle phase, où je définirais complètement les termes de ma propre existence, sans concessions inutiles. 3 jours s'étaient écoulés lorsque le téléphone a sonné pour la première fois depuis la visite inattendue. C'était Camille, ma petite fille. Sa voix hésitante portait quelque chose que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Elle a demandé à venir me voir seule, sans ses parents ou d'autres membres de la famille, disant qu'elle avait besoin de me parler de choses qu'elle n'avait jamais osé demander. J'ai accepté la rencontre, curieuse de ce qu'une jeune femme de 22 ans pourrait vouloir discuter avec une grand-mère qu'elle connaissait à peine. Quand elle est arrivée le samedi suivant, conduisant une petite Citroën bleue, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose avait changé dans sa posture. Ses yeux, si semblables aux miens dans ma jeunesse, brillaient d'une détermination que je reconnaissais bien. J'ai préparé un déjeuner simple, salade niçoise et pain de campagne, et nous nous sommes assises au même endroit où, 3 jours plus tôt, s'était déroulé ce tribunal improvisé. Cette fois, cependant, l'ambiance était complètement différente, chargée de possibilités au lieu d'accusations. Camille a commencé par me raconter sa vie universitaire à Lyon, ses études de littérature française et son rêve de devenir écrivaine. Elle a avoué qu'elle avait toujours ressenti une connexion spéciale avec moi, même sans bien nous connaître, peut-être parce que nous partagions toutes deux l'amour des mots et de l'indépendance intellectuelle. Ces paroles m'ont profondément touchée lorsqu'elle a admis qu'elle avait grandi en entendant des versions contradictoires de moi, tantôt dépeintes comme la grand-mère égoïste qui avait abandonné la famille, tantôt comme la femme forte qui avait choisi son propre chemin après son veuvage. Pendant des années, elle s'était demandé quelle version était vraie,
jusqu'à ce qu'elle réalise que les deux étaient peut-être partiellement correctes et incomplètes à la fois. Elle a demandé à connaître ma véritable histoire, pas les versions filtrées qui lui parvenaient ma part des tiers. J'ai senti une émotion inattendue monter dans ma gorge. Voici quelqu'un de la famille qui voulait sincèrement me comprendre, sans arrière-pensée ni intérêt caché. C'était un cadeau que je ne m'attendais pas à recevoir à ce stade de ma vie. Pendant tout l'après-midi, j'ai partagé avec Camille des souvenirs que j'avais gardés au fond de mon cœur pendant des années. Je lui ai parlé de ma carrière académique, des difficultés d'être l'une des rares professeurs d'université à une époque dominée par les hommes, et comment j'avais construit mon indépendance financière grâce à des investissements soigneux et des décisions pragmatiques. J'ai expliqué comment je m'étais sentie progressivement exclue des réunions familiales, toujours vue comme la tante ou la belle-mère, qui devait contribuer financièrement, mais dont les opinions étaient à considérer comme sans importance. Camille écoutait attentivement, posant des questions intelligentes qui démontraient non seulement de la curiosité, mais aussi une maturité surprenante pour son âge. Quand j'ai parlé de la mort de mon mari, et comment cette perte m'avait forcé à redéfinir complètement mon identité, elle a tenu ma main avec une tendresse qui m'a rappelé pourquoi il vaut la peine de croire en une connexion humaine sincère. J'ai réalisé que je lui transmettais non seulement mon histoire, mais aussi les leçons que j'avais apprises sur la résilience, la dignité et l'importance de choisir consciemment comment nous voulons vivre. Le soleil se couchait déjà lorsque Camille a posé une question qui m'a prise au dépourvu. Si je regrettais de m'être éloignée de ma famille pendant toutes ces années. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre, observant comment les ombres des oliviers dansaient dans le jardin, tandis que j'organisais mes pensées. J'ai dit que je ne regrettais pas la décision de préserver ma paix intérieure, mais que je reconnaissais que j'aurais peut-être pu essayer de maintenir des ponts ouverts avec certaines personnes, comme elle. Elle a alors avoué qu'elle avait toujours voulu mieux me connaître, mais qu'elle se sentait découragée par les commentaires négatifs qu'elle entendait à la maison sur ma têtue et mon égoïsme. À ce moment-là, j'ai compris que mon absence avait été interprétée à travers des filtres de rancœur et d'incompréhension, créant des versions déformées de qui j'étais réellement. J'ai proposé à Camille que nous construisions notre propre relation, indépendamment des dynamiques familiales compliquées, basées sur le respect mutuel et une communication honnête. Ses yeux se sont illuminés d'une joie sincère, et j'ai senti que je plantais les graines d'une connexion qui pourrait fleurir dans les années à venir. Lorsque Camille est partie, promettant de revenir la semaine suivante pour me montrer certains de ses écrits, je suis restée dans le jardin jusque tard dans la nuit, réfléchissant aux événements des derniers jours. Les retrouvailles tumultueuses avec la famille s'étaient transformées en quelque chose d'inattendu. L'opportunité de connaître véritablement ma petite fille et peut-être d'influencer positivement son parcours de jeune adulte. J'ai réalisé que toute solitude n'est pas négative, tout comme toute compagnie n'est pas bénéfique. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité des connexions que nous choisissons de cultiver. Cette expérience m'a appris qu'il est possible de maintenir des limites saines, sans fermer complètement les portes aux relations authentiques. En observant les étoiles apparaître dans le ciel provençal, j'ai ressenti une gratitude profonde pour la clarté que l'âge m'avait apportée. La sagesse de distinguer entre l'affection sincère et la manipulation émotionnelle, entre la solitude choisie et l'isolement imposé. L'avenir gardait encore des incertitudes, mais maintenant je savais que je pouvais les affronter avec dignité, ayant à mes côtés au moins une personne qui me comprenait véritablement. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai établi une délicieuse routine avec Camille. Elle venait me rendre visite tous les samedis, apportant des manuscrits écrits à la main et des yeux pleins de curiosité pour la littérature française classique. Ensemble, nous feuilletions ma vaste bibliothèque, discutant de Flaubert à Marguerite Duras, tout en préparant des plats traditionnels de Provence. Elle absorbait chaque mot sur les techniques narratives et les structures littéraires avec une fin intellectuelle
qui me rappelait moi-même 50 ans auparavant. Pendant ces après-midi ensoleillés, j'ai senti renaître en moi une énergie que je pensais avoir perdue à jamais. La joie de transmettre des connaissances à quelqu'un qui les valorisait véritablement. Camille me racontait ses découvertes à l'université, ses professeurs inspirants et ses insécurités en tant qu'écrivaine débutante. Je partageais les stratégies que j'avais développées au cours de décennies d'enseignement, des techniques pour surmonter les blocages créatifs et l'importance de la discipline dans l'art d'écrire. Il était réconfortant de réaliser que mon expérience avait encore de la valeur, que je pouvais contribuer de manière significative à la croissance intellectuelle de quelqu'un qui m'était cher. Un samedi pluvieux de septembre, alors que le son des gouttes sur la fenêtre créait une bande-son parfaite pour notre conversation, Camille m'a posé une question qui allait tout changer. Si j'envisagerais d'être sa mentor officielle pour un projet de livre qu'elle développait. Ses yeux brillaient d'un mélange d'espoir et de nervosité lorsqu'elle a expliqué qu'elle voulait écrire sur les femmes de notre famille à travers les générations, explorant comment chacune avait fait face aux défis de son époque. J'étais à la fois honorée et prudente. Je savais que ce projet pourrait rouvrir des blessures familiales qui préféraient rester cicatrisées. Mais la passion de Camille Artaud était contagieuse, et son approche académique m'a convaincue que cela pourrait aboutir à quelque chose de vraiment précieux. J'ai accepté sa proposition à une condition, qu'elle écoute toutes les versions des faits, même celles qui pourraient être inconfortables ou controversées. Nous avons passé le reste de l'après-midi à élaborer une méthodologie de recherche, à identifier les sources et à établir un calendrier réaliste. Je me sentais renaître en tant qu'éducatrice, trouvant un nouveau but à un stade de la vie que beaucoup considèrent comme un simple déclin. Les entretiens ont commencé à l'automne, lorsque les feuilles des arbres autour de ma propriété peignaient le paysage de tons dorés et orangés. Camille arrivait équipée d'un enregistreur numérique et de carnets, transformant mon salon en un petit studio d'histoire orale. J'ai raconté l'histoire de mon arrière-grand-mère Marie, qui a survécu à la Première Guerre mondiale en gérant seule la pharmacie familiale, pendant que les hommes combattaient dans les tranchées. J'ai parlé de ma mère, qui a fait face à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un courage silencieux que je n'ai pleinement compris que des années plus tard. Camille posait des questions perspicaces, reliant les schémas entre les générations et identifiant des thèmes récurrents de résistance et d'adaptation. Quand ce fut mon tour de raconter mon propre parcours, j'ai ressenti une vulnérabilité inattendue. Il était différent de partager des expériences personnelles pour un projet académique que de simplement converser informellement. Mais le sérieux avec lequel Camille traitait chaque témoignage m'a donné la confiance nécessaire pour être complètement honnête sur mes choix, mes succès et mes regrets. J'ai réalisé que je lui léguais bien plus que des histoires de famille. Je lui transmettais la sagesse accumulée au fil de décennies de vie consciente. Pendant l'hiver, alors que nous travaillions sur le manuscrit, il s'est passé quelque chose d'inattendu. D'autres membres de la famille ont commencé à manifester de la curiosité pour le projet de Camille. Ce fut d'abord Sylvie, qui a appelé pour demander des détails sur le livre et a insinué qu'elle aimerait contribuer avec ses propres souvenirs. Puis ce fut Pierre, qui est apparu par une froide après-midi, portant une boîte de vieilles photographies et de documents qu'il avait trouvés dans le grenier de la maison familiale. Au début, j'ai résisté à ces rapprochements, craignant qu'il ne s'agisse de tentatives de contrôler le récit ou d'interférer avec le travail minutieux que Camille et moi développions. Mais ma petite fille m'a convaincue que de multiples perspectives enrichiraient dans le projet, à condition que nous maintenions notre approche rigoureuse et impartiale. Progressivement, ma maison s'est transformée en un lieu de rencontre pour des séances de recherche familiale, où chaque personne contribuait avec ses souvenirs et ses interprétations des événements. Étonnamment, ces réunions étaient pas moins tendues que nos premières retrouvailles. Peut-être parce que nous avions maintenant un objectif commun qui transcendait les conflits personnels.
j'ai observé avec fascination comment l'acte de préserver notre histoire collective commençait à guérir certaines blessures qui semblaient incurables. Au printemps suivant, lorsque les lavandes ont de nouveau fleuri et rempli l'air de leurs parfums caractéristiques, Camille a présenté le premier brouillon complet du manuscrit. Il y avait près de 300 pages qui capturaient non seulement des événements historiques, mais aussi l'essence des femmes qui avaient façonné notre lignée familiale. Chaque chapitre était un petit chef-d'œuvre de narration historique, équilibrant des faits documentés avec des interprétations sensibles des motivations et des circonstances de chaque époque. Quand j'ai lu le chapitre dédié à ma propre vie, j'ai été émue de voir comment Camille avait réussi à présenter mes choix de manière compréhensible et respectueuse, sans romantiser ni condamner des décisions qui avaient été difficiles et parfois controversées. Le livre révélait des schémas fascinants, comment chaque génération de femmes avait trouvé des moyens créatifs d'exercer son autonomie dans les limites de son époque historique. Sylvie et Pierre, qui avaient inclus des versions préliminaires, ont exprimé leur surprise et leur admiration pour le travail académique de Camille, reconnaissant des aspects de l'histoire familiale qu'ils n'avaient jamais considérés. J'ai ressenti une immense fierté pour ma petite fille, qui avait transformé notre collaboration initiale en une contribution significative à la compréhension des dynamiques familiales et sociales à travers les décennies. Alors que je prépare ces mots par un après-midi doré de juin, exactement 1 an après cette visite inattendue qui a tout changé, je réalise à quel point la vie peut surprendre même lorsque nous pensons avoir toutes les réponses. Le livre de Camille est en cours d'examen pour publication par une maison d'édition universitaire de Marseille et notre relation a évolué vers une amitié authentique basée sur le respect mutuel et une passion partagée pour la littérature. Les autres membres de la famille gardent encore une certaine distance, mais il existe maintenant un canal de communication ouvert lorsque nécessaire, libre des tensions qui caractérisaient nos rencontres précédentes. J'ai appris que l'isolement total est rarement la meilleure solution aux conflits familiaux. Parfois, la réponse consiste à établir des limites claires tout en restant ouvert aux connexions authentiques. Ma maison reste mon refuge, mais non plus une forteresse impénétrable. Les lavandes dansent dans la brise vespérale, les oliviers murmurent des histoires anciennes, et je me sens reconnaissante d'avoir vécu assez longtemps pour découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour semer des graines de compréhension et récolter des fruits inattendus de relations qui semblaient perdues à jamais. Le téléphone a sonné un matin de juillet, alors que j'arrosais mes tomates dans le jardin. C'était un éditeur de Paris, intéressé par le manuscrit de Camille, suite à la recommandation d'un professeur de la Sorbonne qui avait lu une version préliminaire. Sa voix enthousiaste traversait la ligne téléphonique, tandis qu'il expliquait comment notre travail s'intégrait parfaitement dans une collection sur les mémoires familiales qu'il développait. Camille avait envoyé le projet sans me le dire, voulant me surprendre s'il y avait un intérêt éditorial. Quand j'ai raccroché, je suis restée immobile parmi les plantes pendant de longues minutes, assimilant l'ampleur de ce qui venait de se produire. À 75 ans, je deviendrai co-auteur d'un livre qui serait lu par des personnes que je ne connaissais pas, partageant notre histoire intime avec le monde. L'idée m'effrayait et m'excitait simultanément. J'ai immédiatement appelé Camille, qui a répondu avec la voix nouée par l'émotion. Elle aussi venait de recevoir l'appel. À ce moment-là, j'ai compris que notre collaboration avait transcendé les limites d'un projet familial pour devenir quelque chose avec un potentiel d'impact bien plus grand. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de révisions, de corrections et de négociations contractuelles. Camille venait tous les jours, transformant ma table à manger en un bureau improvisé, où nous travaillions sans relâche à perfectionner le texte. L'éditeur suggérait des changements structurels qui exigeaient une réorganisation complète de certains chapitres, et j'ai découvert une énergie créative que je n'avais pas ressentie depuis mes années de chercheuse universitaire. Nous discutions chaque virgule, chaque transition entre les paragraphes, chaque choix de mots qui pourrait affecter l'impact émotionnel du récit.
Camille faisait preuve d'une maturité éditoriale surprenante, acceptant les critiques constructives et mettant en œuvre les suggestions avec une précision chirurgicale. Pendant ces jours intenses, notre relation a évolué de grand-mère petite-fille à de véritables partenaires littéraires, chacune contribuant avec ses forces spécifiques pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties individuelles. Les après-midi s'étendaient jusqu'au soir, ponctués seulement par des pauses café et des sandwichs rapides, tandis que nous nous perdions complètement dans le monde des mots que nous étions en train de façonner. C'était épuisant, mais simultanément revigorant de me sentir à nouveau productive et intellectuellement stimulée. Pendant le processus d'édition, quelque chose d'inattendu s'est produit. Laurent, mon neveu qui avait demandé une aide financière lors de cette première visite, est apparu à ma porte portant une bouteille de champagne et des excuses. Ses affaires s'étaient redressées grâce à beaucoup de travail et à des partenariats stratégiques, sans avoir besoin de l'aide qu'il avait sollicitée avec tant de désespoir des mois auparavant. Il a confessé que l'expérience de quasi-faillite l'avait forcé à repenser ses priorités et ses méthodes de gestion, ce qui a abouti à une entreprise plus solide et durable. Plus important encore, il a reconnu que son approche lors de cette nuit fatidique avait été inappropriée et irrespectueuse. Je l'ai invité à dîner et pendant notre conversation, j'ai perçu un homme véritablement changé, humble et déterminé à reconstruire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la nécessité financière. Camille nous a rejoints pour le café et Laurent a été impressionné par notre projet littéraire, se proposant de contribuer avec des détails sur la branche commerciale de la famille qui pourraient enrichir le contexte historique du livre. J'ai été touchée par sa transformation personnelle et sa volonté de faire la paix de manière adulte et digne. L'automne est arrivé avec sa palette de couleurs dorées et avec lui la nouvelle que notre livre avait été accepté pour publication au printemps suivant. L'éditeur a organisé une séance photo dans ma propriété pour la 4e de couverture. Et il était surréaliste de voir des photographes professionnels capturer des images de Camille et moi parmi les oliviers que j'ai plantés il y a des décennies. Pendant la séance, j'ai réfléchi à la façon dont la vie peut nous surprendre avec des rebondissements complètement inattendus. Il y a 2 ans, j'étais une veuve solitaire évitant les contacts familiaux. Maintenant, je me préparais à devenir auteure, publiée à 75 ans. Camille brillait pendant les photographies, sa jeunesse et son enthousiasme contrastant magnifiquement avec ma sérénité acquise au fil des décennies. Le photographe a commenté qu'il avait rarement travaillé avec un duo qui démontrait une telle harmonie naturelle, et ces mots m'ont fait réaliser à quel point notre partenariat était devenu organique et complémentaire. Lorsque les séances se sont terminées et que nous nous sommes retrouvés seuls dans le jardin, Camille m'a étreinte avec une tendresse qui résumait tout ce que nous avions construit ensemble. Un héritage littéraire qui perpétuerait notre histoire familiale pour les générations futures. Les mois d'hiver ont été consacrés aux dernières révisions et à la préparation du lancement. Nous avons reçu des invitations à participer à des émissions de radio locales et à des événements littéraires dans les librairies de la région. Des perspectives qui me rendaient simultanément nerveuse et enthousiaste. Camille a naturellement assumé le rôle de porte-parole principal du projet, tandis que je contribuais avec des réflexions sur les dimensions historiques et sociologiques de notre récit familial. Pendant les répétitions pour les interviews, j'ai découvert que j'avais beaucoup à dire sur des sujets tels que le vieillissement actif, les relations intergénérationnelles et l'importance de préserver les mémoires familiales. Sylvie et Pierre ont commencé à manifester une fierté sincère pour notre travail, partageant des nouvelles sur le livre avec leurs amis et collègues. La dynamique familiale s'était complètement transformée. D'un groupe fragmenté par les rancœurs et les malentendus, nous avions évolué vers un réseau de soutien axé sur la célébration des réussites collectives. J'ai réalisé que l'acte de documenter notre histoire avait guéri des blessures dont nous ne soupçonnions même pas l'existence, créant des ponts de compréhension, là où il n'y avait auparavant que silence et ressentiment.
Le livre était devenu un catalyseur de réconciliation authentique, basé sur la transparence et l'acceptation mutuelle. Maintenant, alors que j'écris ces mots finaux par un après-midi parfumé de printemps, avec des épreuves avancées de notre livre éparpillées sur la table, et Camille révisant les discours pour l'événement de lancement, je ressens une plénitude que je n'imaginais pas possible à ce stade de la vie. Le voyage a commencé par une visite familiale inattendue et inconfortable, a évolué vers une redécouverte de liens authentiques et a culminé dans un partenariat créatif qui a produit quelque chose de tangible et de durable. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour réinventer les relations, pour trouver un nouveau but ou pour contribuer de manière significative au monde qui nous entoure. Les lavandes fleurissent à nouveau, les oiseaux construisent des nids dans les oliviers, et ma maison n'est plus un refuge solitaire, mais un centre rayonnant de créativité et de connexion humaine. L'avenir reste incertain, mais maintenant je l'affronte avec curiosité plutôt que résignation, sachant que chaque jour peut apporter des possibilités inattendues de croissance, de contribution et de joie. Notre histoire familiale, autrefois fragmentée par les incompréhensions, existe maintenant de manière permanente dans les pages d'un livre que d'autres liront et dont ils tireront peut-être l'inspiration pour leur propre parcours de réconciliation et de découverte de soi.